Projet de loi 106, je vais passer vite, juste vous mentionner le titre de la loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Évidemment, ça ne dit pas vraiment ce qu'il y en est. Je reviens juste vous signaler, je ne veux pas traiter de tous les articles, Richard le fera mieux que moi, vous dire que dans ce projet de loi, on ne définit pas le forage, ni la complétion, ni la fracturation hydraulique, ni ce que c'est du schiste, ni ce que c'est l'étape d'abandon des puits. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes pour bien comprendre la situation. Parce que quand on n'a pas des définitions claires et précises, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc, juste pour vous mentionner, article 24, la période de validité d'une licence d'exploration est de 5 ans. Ça n'a pas changé. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Donc, le projet de loi ne spécifie pas quelle est la durée lors d'un renouvellement. On le saura à un moment donné. Donc, un blanc ici. Article 74, pour le forage, le ministre octroie l'autorisation de forage aux titulaires d'une licence, etc. Et le gouvernement détermine par règlement les conditions d'exercice de cette autorisation et le ministre peut assortir l'autorisation de forage de certaines conditions. Bon, comme on le voit, il y a encore beaucoup de flou qui subsiste. Donc, je passe vite. La fracturation, là, c'est plus dans une section du projet de loi qui me branche vraiment. Donc, article 80, le titulaire d'une licence qui complète un puits, il faut bien voir le terme qui complète, complétion, compléter un puits, qu'est-ce que ça signifie? Par stimulation physique, on entend par là probablement la fracturation. Par stimulation chimique, tout ce qui concerne les procédés où on utilise des acides, par exemple, ou autre, doit être titulaire d'une autorisation de complétion. Le gouvernement détermine par règlement, j'insiste, les conditions d'obtention et d'exercice de cette autorisation ainsi que les droits à acquitter. Donc, il y a un projet de loi, on mentionne beaucoup de choses, mais c'est difficile pour les experts ou ceux qui veulent prendre position, c'est quoi les conditions qui auront lieu plus tard, parce que les règlements ne sont pas tous là. Pour la fracturation, juste pour vous signaler que lorsqu'on fracture le sous-sol, souvent on fracture les communautés. Ici, c'est ce qu'on voit, c'est une caricature d'un artiste du Québec, M. Brignot. Pour la fracturation, des fois les gens nous demandent, oui, mais comment on peut savoir qu'il y a fracturation sur un puits? Bien, c'est facile, c'est quand il y a un amoncellement de camions, comme on le voit ici, de camions-pompes, et d'autres camions qui sont là avec des additifs chimiques pour aller fracturer le puits. Vous signalez que les additifs chimiques qu'on utilise, il y en a des très grandes quantités. Ici, là, il y a l'étude de l'IPE que je vous ai parlé tout à l'heure, en mentionnait 1436, mais il y a la moitié qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Quelles sont les molécules utilisées? On ne le sait pas. Donc, sur les 48% où on sait qu'il y a des molécules, on ne sait pas nécessairement la composition exacte ni le nombre complet de molécules. On peut peut-être reconnaître une molécule chimique, mais les autres, on ne le sait pas. Donc, c'est juste pour vous signaler qu'on joue beaucoup à l'apprenti sorcier, puisque le gouvernement et nous, par voie interposée, n'avons pas accès aux produits, aux additifs qui sont mis dans les puits. Et ce qui ressort des puits est encore plus compliqué parce qu'évidemment, les additifs chimiques réagissent avec la roche dans le sous-sol. Il y a des chaleurs, plus on s'enfonce dans la terre, plus il fait chaud. Il y a des pressions qui sont très élevées. Donc, on peut le voir sur le tableau. Ce qui est coché là, c'était des molécules chimiques qu'on retrouvait, qui ont été ajoutées au puits. Et ce qu'on regarde à gauche, c'est toute une série de molécules qu'on retrouve dans les eaux de reflux, mais qui n'ont pas été ajoutées, qui ne sont pas des additifs. Parce qu'évidemment, il y a des molécules qui se dégradent, il y a des molécules qui réagissent, et évidemment, ça forme toute une soupe, si on peut résumer ainsi. Le formulaire de complétion tel qu'il est à l'heure actuelle, j'ai encore été sur le site la semaine dernière,
C'est un formulaire d'une page pour compléter, le formulaire de complétion d'un puits. Donc, ça, c'est la première partie de la page, le haut, où on a l'identification du requérant, la description des travaux avec des petites cases. Et comme on peut voir en bas, là, encadré en rouge, que j'ai encadré en rouge, il y a un programme de stimulation où il faut probablement sur quelques centimètres indiquer comment on va fracturer le puits. Plus loin, il y a les remarques particulières concernant la complétion. Encore là, on peut peut-être en mettre 2 lignes, mais c'est à peu près tout. Et ce qu'on voit à la fin, après la signature, bien, le gouvernement, pour la délivrance du permis, vous demande une somme de 2 555 $. Donc, c'est juste pour vous dire à quoi ça ressemble actuellement l'encadrement. Projet de loi 106, quelles sont les réactions? Celle de l'Association pétrolière et gazière du Québec, la PGQ. Vous allez m'excuser pour tous les acronymes, mais il y en a beaucoup dans ce projet de loi-là, finalement, parmi les commentateurs. Qu'est-ce que dit la PGQ? Elle dit, c'est autour du trait rouge, bien que le projet de loi soit perfectible, il représente un pas dans la bonne direction. Découlant d'une réflexion profonde et étendue, il constitue une étape de plus dans le développement de la filière au Québec. Bon. On voit qu'ils sont quand même heureux de la chose. Et ce qui est un peu intéressant, c'est de voir la formulation. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà bien. Et c'est le genre de formulation qu'on a entendu de la part de l'UNQ dernièrement, l'Union des municipalités du Québec. Pour ce qui est du Conseil du patronat, elle dit, toujours le 16 août 2016, au début de la commission parlementaire sur le projet de loi 106, ce projet de loi constitue une avancée pour l'avenir économique du Québec et pour l'atteinte de ses cibles en matière de transition énergétique. On n'y va pas de main morte. Les manufacturiers exportateurs du Québec saluent le projet de loi 106. Qu'est-ce qu'ils disent? Entre guillemets, il s'agit d'une position responsable et équilibrée qui crée en quelque sorte le modèle québécois des hydrocarbures, qui s'inspire de ce qui se fait de mieux dans le monde et qui colle à notre réalité, a dit le président, M. Éric Tétrault, qu'on voit souvent dans les médias aussi. C'est sûr que le modèle québécois des hydrocarbures, il y a d'autres modèles. Il y a le modèle vermontois, par exemple, où eux, ils disent pas de fracturation hydraulique, c'est clair. Je continue. L'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, par contre, eux, sont pas contents du tout. Ce qu'ils disent, par le projet de loi 106, le gouvernement du Québec confirme autant son incompétence que son arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les Premières Nations souhaitent pourtant partager dans le respect et l'harmonie avec l'ensemble des Québécois. Encore une fois, un processus de consultation bâclé et vicié. Bon, il faut bien comprendre que dans ce projet de loi-là, on parle très peu des Premières Nations qui n'ont même pas été invités aux consultations sur le projet de loi. Donc, il a vraiment raison d'être de mauvaise humeur, M. Ghislain Picard, le représentant des Premières Nations. La Chambre des notaires, elle est préoccupée pour le projet de loi 106 puisque la sécurité juridique et financière des Québécois et Québécoises n'y est pas assurée. Ce nouvel encadrement ne permet pas de dissiper les incertitudes. C'est quand même important. Hein? Autrement dit, eux s'adressent plus à la population et vous disent, faites attention, surveillez vos arrières. L'Union des producteurs agricoles, l'UPA, demande au Québec, au gouvernement du Québec, de soustraire entièrement la zone agricole permanente du développement des hydrocarbures. Et comme on a pu voir tout à l'heure, la plupart des permis touchent les basses-terres du Saint-Laurent, la zone agricole. Donc, ce qu'ils demandent finalement, c'est d'essayer d'abroger ces permis-là et de recommencer à zéro. La MRC d'Arthabasca, puisqu'on est ici à Victoriaville, a déjà pris position contre le projet de loi. Il y a des différents maires qui s'impliquent, dont le maire Péloquin, le maire de Sorel-Tracy. Il dit « Le projet de loi sur les hydrocarbures donne carte blanche aux promoteurs et augmente les risques de contamination de nos sources d'eau potable. Les municipalités n'ont pas un mot à dire, les citoyens non plus. On nous demande d'assumer tous les risques et nous n'avons aucun droit. C'est inadmissible, affirme le maire Péloquin de Sorel-Tracy. » Et il y a d'autres maires qui ont été intervenus, dont le maire Boulay, le maire Pinault de l'île d'Anticosti, etc. Le maire Sénécal de Lobinière
Il est contre le projet de loi 106. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le maire de Bécancour, M. Dubois, Jean-Yves Dubois, dit non, le projet de loi 106, là, non, ça ne nous satisfait pas. Le maire de Nicolet, même chose. Même la ville de Trois-Rivières, avec son maire Yves Lévesque, le coloré Yves Lévesque, qui dit aujourd'hui, comme bien d'autres en mon nom, je sollicite votre intervention. Et là, il écrit une lettre au premier ministre Couillard à l'égard du projet de loi 106 qui semble contredire votre énoncé du 8 juin 2016 et qui indispose la plupart des élus municipaux en ce qui concerne l'autonomie municipale. Autrement dit, lui aussi, il voit que les compétences des municipalités, ils n'en gagnent pas avec le projet de loi 106. Au contraire, ils en perdent. Un gouvernement qui finalement suit son plan de match. Ici, on recule un peu en arrière, mais le 10 novembre, on voit ici le ministre Arcan, lui qui a un peu parrainé ce projet de loi 106, en compagnie des représentants des gazières, représentants de l'Association pétrolière et gazière, on connaît M. Michael Binion et d'autres. Donc, tout le monde a l'air très heureux. Et il y a eu plusieurs capsules lors de l'élaboration de la politique énergétique 2030 du Québec. Et il y a une capsule qui touche le gaz naturel liquéfié. Là, malheureusement, on n'a pas le son, mais si je cliquais, on pourrait avoir accès à ce petit vidéo-là de 2 minutes. C'est un vrai bijou qui vante le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié comme étant pratiquement la voie royale pour la transition énergétique du Québec. Finalement, on se retrouve avec un Québec que j'appelle aux hydrocarbures. On a plusieurs projets, Aldeman à Gaspé, Gap, dans l'arrière-pays à Gaspé, Bourg également. On a Anticosti, où on prévoit dès l'année prochaine fracturer le sous-sol. Le Bas-Saint-Laurent, énormément d'exploration. On a des projets d'usines de liquéfaction. Liquéfaction, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz naturel qu'on extrait et qu'on liquéfie pour mieux le transporter. Donc, on aurait des usines à Saguenay, à Bécancour, à Gaspé. On a le projet de l'oléoduc Énergie-Est. Il y a des gazoducs qui sont aussi sur la table à dessin. Et on a du transport d'hydrocarbures sur rail, par navire, etc., un peu partout sur notre territoire. J'ai juste mentionné 2 petits exemples. Celui d'Anticosti. Les industriels suivent leur plan de marche. Ici, sur le site d'hydrocarbures Anticosti, on peut voir pour les semaines du 28 août 2016, 4 septembre, 11 septembre et 18 septembre 2016, quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain. Comme on peut le voir, mettons, pour le 18 septembre, celui du bas. On poursuit les travaux de préparation du site. On fait du nivellement, de la compaction et on prépare les zones de bassin. Les zones de bassin, c'est des bassins de rétention pour recueillir évidemment les eaux de reflux ou pour aussi essayer d'obtenir le plus d'eau possible pour procéder à la fracturation. Donc, il peut y avoir des réservoirs pour l'eau qui est propre. On a aussi des réservoirs ou des bassins pour l'eau qui est salée. Donc, ça, c'était l'émission Découverte de Radio-Canada, avait pris une photo aérienne du site Canard, qu'on appelle aussi le site Sainte-Marie sur l'île d'Anticosti. On peut voir la dimension du site. Donc, on a le chemin Canard, le chemin Sainte-Marie. Excusez-moi, je vais vous le présenter ici, le chemin en gravel. Et on a une petite plateforme qui n'est pas très grande. On voit ici des véhicules, donc on peut voir la dimension. Et puis, il y a certains travaux qui sont effectués, des travaux de carottage, probablement. Mais, si on regarde maintenant cette année, on peut voir qu'il y a une grande plateforme. On a justement de la machinerie pour compacter, pour niveler, etc. On voit ici, à l'avant-plan, le début d'une fosse de rétention, d'un bassin. Donc, on peut voir la dimension, c'est vraiment gigantesque. Par rapport à ce qu'on a vu ici dans la vallée du Saint-Laurent, là, on dirait que c'est disproportionné. Ça ressemble étrangement à ce qu'on voit en Colombie-Britannique pour une plateforme multi-puits. Donc, ils ont coupé beaucoup de bois. Donc, on voit ici, les images malheureusement ne sont pas très bonnes, mais si vous allez sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez accéder à des vidéos où on peut voir ce qu'il y en est à l'heure actuelle. C'est juste pour vous signaler que Anticosti, c'est loin, mais il y a des gens quand même sur le terrain qui nous essaient de nous alimenter
pour savoir ce qu'il y en est. Donc, GNL, c'est le deuxième aspect que je voulais traiter avant d'arriver à ma conclusion. GNL, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz naturel liquéfié. Et c'est drôlement important pour la suite de notre, j'allais presque dire, pour la suite de la biosphère, parce que si on croit qu'avec du gaz naturel, on va se sauver du mur climatique, eh bien c'est tout le contraire. C'est une filière, c'est une énergie fossile qui est aussi dommageable que le charbon ou le pétrole. Donc, cette semaine, le 27 septembre, il y a une annonce de la ministre McKenna à propos d'une grosse usine, une méga usine de liquéfaction de gaz en Colombie-Britannique. C'est le projet de Pacific Northwest, LNG, qui comprend la malaisienne Petronas, etc. Et ce que ça indique dans l'article, c'est que les émissions du projet pourraient atteindre entre 6,5 et 8,7 millions de tonnes d'équivalent CO2. Juste pour avoir une idée des comparaisons, les émissions totales annuelles pour le Québec, c'est à peu près 80 millions. Donc ici, on a entre 6,5 et 8,7 millions de tonnes par année. Et l'article conclut avec « Ce sera donc un des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre au Canada, selon l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. » La même image, bien ici, sur un autre site, d'Esmog Canada, on reconnaît le ministre Carr, le ministre McKenna, Christy Clark, la première ministre de Colombie-Britannique, le ministre Morneau, et là, c'est écrit des émissions de 9,2 mégatonnes par année. Après l'Ouest, le Québec, c'est un projet à Grand-Anse, près de l'Abbé, à la ville de l'Abbé, et c'est un projet de gaz naturel liquéfié. Il y a déjà des constructions qui sont en route, un peu comme la cimenterie Mécanis. Il y a déjà des évaluations qui sont faites auprès de l'Office national d'énergie. C'est un projet de 7,5 milliards de dollars qui ne comprend pas le gazoduc à l'heure actuelle. Et ça, c'est important, ce tableau-là. Pour ça, je me suis couché un peu tard hier. C'est pour comparer les différents projets. Donc, si on voit la première ligne en haut, pour le Pacific Northwest, le projet qu'on a vu cette semaine là, en Colombie-Britannique, près de Prince Rupert, c'est un projet d'une durée de 40 ans et la quantité totale de gaz naturel requise pour ce projet-là, c'est 1385 GM3. C'est quoi des GM3? C'est des milliards de mètres cubes. Donc, 1385 milliards de mètres cubes qui correspond à 51,7 hexajoules. C'est quoi des hexajoules? C'est des millions de millions de millions de mètres cubes, de joules. Donc, c'est une quantité d'énergie. Si on procède, évidemment, il va falloir extraire ce gaz naturel-là. Eh bien, ce que ça occasionnerait comme émission de gaz à effet de serre, c'est 2585 mégatonnes. Si on brûle ce gaz-là, ici ou ailleurs, c'est 5170 mégatonnes, c'est environ le double. Si on ramène ça par année, on avait dit un projet de 40 ans, ça fait 129 mégatonnes annuelles, ou 65 mégatonnes si on dit que c'est des émissions qui ne seront pas canadiennes, ça va être des émissions qui seraient internationales pour le 129 et 65 pour la partie canadienne. Mais là, on arrive à 65 mégatonnes. Pas 5, pas 6, pas 10. Et pourquoi on arrive à ce chiffre-là? Parce qu'on oublie souvent de regarder l'ensemble du cycle de vie pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Si on compare maintenant dans la deuxième colonne avec le projet de Grand-Anse à Saguenay, c'est un projet, je n'ai pas pu voir les derniers chiffres, mais en 2014, tel qu'il était présenté, c'est un projet de 25 ans. Et si on regarde les émissions totales, au lieu d'avoir 5 000 millions, on a 1 700 millions. Et des émissions annuelles qui sont quand même d'environ la moitié, 68 mégatonnes par année. Et là, je vous rappelle que les émissions québécoises, c'est 80 mégatonnes par année. Donc, 68 mégatonnes par année, c'est méga, c'est des méga émissions. Et si on regarde que la portion québécoise, si éventuellement il y avait une industrie du gaz de schiste au Québec, ça serait 34 mégatonnes par année. Mais notre responsabilité climatique serait de 68 mégatonnes. Si on compare avec Anticosti,
un projet de 50 ans avec 6500 puits, on arrive au niveau des émissions annuelles à 24 mégatonnes. Si on brûle le Québec, le gaz naturel liquéfié au Québec, si on l'utilise au Québec, et 12 mégatonnes si on ne brûle pas le gaz naturel, si on n'utilise pas le gaz naturel liquéfié au Québec. Donc, juste vous signaler que 12 mégatonnes par rapport à 80, c'est difficile de réaliser des réductions quand on augmente de 12 mégatonnes, alors qu'on devrait se rendre à quelque chose comme 20 mégatonnes à l'échelle du Québec, et qu'on a des projets ici, là, 12, 34 mégatonnes, c'est tâche impossible. Et c'est pour ça que je me déplace autant, que je me démène autant, pour essayer de faire comprendre aux citoyens et au gouvernement que c'est des projets qui n'ont aucun sens sur le plan climatique. Et s'ils n'ont aucun sens sur le plan climatique, c'est comme si on était en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, on arrive à la fin d'une ère. On entre maintenant dans une nouvelle ère géologique, officiellement depuis le 29 août 2016. On était dans l'ère de l'Holocène, on est maintenant dans l'ère de l'Anthropocène. Ce que ça signifie, l'Anthropocène, c'est une ère géologique qui est déterminée par l'être humain, par notre espèce, l'espèce humaine. Donc, qu'on regarde nos sols, nos sous-sols, nos océans, notre atmosphère, eh bien, dans des millions d'années, notre trace sera toujours visible. Donc, ici, je vous ai présenté un tableau où on peut voir les écarts par rapport à la température. Au début de la météo, on prenait des mesures météo vers 1880. Ici, on regarde la période 1880-1910, parce qu'en général, dans le domaine climatique, on fait des moyennes sur 30 ans. Et qu'on regarde les écarts par rapport à cette période-là, on peut voir que pour différents mois, du mois d'avril jusqu'au mois de mars, complètement à droite, on peut voir qu'on a des écarts de 1 à 1,5 degrés et qu'il y a certains mois, on dépasse le 1,5 degrés Celsius. C'est juste pour vous signaler que quand vous entendez des groupes ou des politiciens nous dire on vise le 1,5 degrés Celsius, c'est complètement illusoire. Tous les scientifiques prévoient qu'on va dépasser le 2 degrés Celsius en 2035. Donc, il y a vraiment un problème là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a déjà du CO2 qui est dans l'atmosphère, qui continue d'agir. Et pourquoi? Parce qu'on a des infrastructures qui utilisent toujours des énergies fossiles, etc. Ça, ici, on voit la courbe des températures depuis les années 1880. C'est des courbes en bleu. Je vais reprendre mon pointeur. C'est les années en bleu qu'on voit ici. On peut voir que pour les différents mois de l'année, évidemment, la température augmente pendant l'été et diminue pendant l'hiver. Mais ce qu'il faut noter, c'est que plus les années passent, évidemment, ici, on a toutes les décennies, et on peut voir qu'à partir de l'an 2000, là, mais déjà, on voit quand même la distinction assez nette des couleurs. Plus ça va, plus les années récentes sont chaudes. Et si on regarde la dernière année, on voit qu'on est au-dessus des records. On le voit là. Au-dessus des records, au-dessus des records, au-dessus des records, au-dessus des records. Et le mois de septembre, comme c'est parti là déjà, on risque de... On va avoir la réponse probablement vers le 12 octobre. On va être encore au-dessus de la courbe de manière vraiment nette, même si le phénomène El Niño est en train de se résorber. Donc, c'est très inquiétant. Et ici, j'ai résumé un peu ce qui concernait le réchauffement climatique. Pour la 16e fois consécutive, on bat un record mensuel de température. Pour le 379e mois consécutif, les températures sont au-delà de la normale. Le réchauffement actuel est tel qu'il correspond à la disparition des hivers d'antan. Quand on parle des hivers d'antan, c'est autour de 1900. Selon les climatologues, le seuil de 2 degrés sera dépassé en 2035 et à chaque décennie qui passe, le seuil atteignable s'accroît de 0,4 degrés. Ça veut dire que plus on tarde, plus notre espoir de ne pas dépasser 2 degrés s'amenuise, et s'amenuise à une vitesse de 0,4 degrés par décennie. C'est-à-dire que si on attend 10 ans, ben peut-être que le 2 degrés ne sera pas atteignable, ça va être 2,4, etc. C'est juste pour vous dire que
le réchauffement n'est pas aussi rapide que le réchauffement du seuil. Ça devient de plus en plus difficile d'atteindre le seuil. Le réchauffement pour le Québec, j'ai fait une moyenne. Évidemment, au nord, c'est plus rapide, mais en moyenne, si on regarde le centre du Québec, le réchauffement est de l'ordre de 1 degré Celsius par décennie. Ça veut dire que dans un siècle, c'est 10 degrés de plus. Ça veut dire qu'on n'est plus aux mêmes latitudes. Ça veut dire que l'hiver, toutes les saisons sont changées, les cultures sont changées, les insectes ne sont pas les mêmes, etc., etc. C'est immense, là. À l'heure actuelle, on a gagné environ 2 degrés. Puis on voit déjà les changements, imaginons 10 degrés. C'est pour ça qu'il faut vraiment stopper court. Ici, il y avait un article du Devoir concernant nos efforts pour la lutte au changement climatique. Et il y a des engagements des États. Et puis, c'est ce que ça disait, c'est que finalement, avec les engagements des États, peut-être que le seuil serait atteint en 2038, sans les engagements des États, ce serait 2036. Donc, on aurait comme gagné 2 ans. C'est juste pour vous dire à quel point la tâche est gigantesque. On a beau émettre des cibles qu'on ne respecte pas toujours, sinon jamais, mais même en les respectant, on ne fait que gagner quelques mois ou quelques années sur les catastrophes climatiques qui sont annoncées par les scientifiques depuis déjà les années 60. Donc, juste pour vous le visualiser sous la forme d'un graphique, on a ici nos émissions de carbone. Donc, on est à quelque chose ici, là, 2015, de l'ordre de 35 milliards de tonnes par année, l'équivalent CO2. Et pour ne pas dépasser le 1,5 degré, il faudrait que ça diminue rapidement, autour de 2035. Donc, on voit que c'est impossible. Si on essaie de viser le 2 degrés, eh bien, il faut qu'on diminue pour qu'en 2050, on ait réduit d'au moins 80% nos émissions. Donc, il faut que rapidement qu'on les décroisse. Puis on voit qu'avec ce que prévoient les différents blocs, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, on voit que déjà là, on risque de dépasser le 2 degrés selon les cibles des différents pays. On voit que pour le restant de la planète, il ne reste plus rien. On enlève ces blocs-là, il ne reste plus rien. Donc, on voit déjà qu'on a un problème avec le 2 degrés. Et ici, on a un graphique du climatologue suisse Stocker qui montre bien que plus on attend, plus c'est difficile. Pour un même budget, un budget pour une cible de 2 degrés Celsius à l'échelle planétaire, on voit qu'en 2020, il faudrait qu'on réduise nos émissions de 3% par année. Et ça, réduire nos émissions de 3% par année, on ne l'a jamais fait. C'est jamais arrivé. Et si on attend 2030, c'est 6% par année. Et en 2040, oublions ça, c'est impossible. Diminue nos émissions de 19% par année. Ça veut dire soit on met l'économie à terre, ou soit il y a une catastrophe, il y a quelque chose. C'est une courbe qu'on peut toujours la modéliser mathématiquement, là, mais physiquement, elle m'apparaît complètement loufoque. Donc, je termine juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un champ gazier aux États-Unis. On voit plein de petites plateformes. Ça, c'est probablement au Texas, mais si vous allez avec Google Earth, les cartes Google, les vues satellitaires, vous allez en voir un peu partout aux États-Unis. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est une industrie qui est intensive. Et là, j'avais cité Tarkovsky, le cinéaste russe, qui dit « L'homme se développe actuellement comme un ver de terre, un tuyau qui avale la terre et qui laisse derrière lui des petits tas. Un jour, la terre disparaît parce qu'il aura tout mangé. Il ne faudrait pas s'en étonner. » Bon, c'est une métaphore, mais quand même, quand on regarde le paysage ici, je trouvais la citation appropriée. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous saisisse par la gorge. On l'attribue à Winston Churchill. Probablement qu'il ne parlait pas aussi bien français, mais peu importe, je trouve que la citation, elle est vraiment importante dans le contexte actuel, au tournant des années 2010. Il faut vraiment qu'on agisse. Même les compagnies gazières et pétrolières disaient que l'année 2016, l'année 2017, c'était l'année charnière où il fallait diminuer rapidement nos émissions. Eh bien, on est arrivé là, il faut le faire. Je vous remercie.